de vous voir en grand nombre ce soir, donc bienvenue. Alors, tout d'abord, rapidement, vous parler de la mission, la vision et des valeurs du CIS de l'Outaouais, hein, peut-être juste avant, Pascal, est-ce que vous pouvez peut-être projeter la présentation, s'il vous plaît? Donc, vous allez voir apparaître à l'écran une présentation là, pour supporter l'échange aujourd'hui et la présentation. Donc, on est à la page 6. Donc, la mission du CIS de l'Outaouais, vous le savez, c'est un centre intégré de santé et des services sociaux qui a pour mission de maintenir, d'améliorer et de restaurer la santé et le bien-être de la population de l'Outaouais en rendant accessible un ensemble de services de santé, de services sociaux intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement social et économique de la région. Au niveau de la vision, bien, vous le savez, hein, c'est d'offrir des soins et des services accessibles, hein, et efficient, qui s'adapte bien évidemment aux besoins de la population. Et l'année qu'on est en train de vivre, hein, l'année 2020, vient bien démontrer justement toute l'adaptation des soins et services qu'on doit faire dans le contexte de la pandémie. Au niveau de nos valeurs, donc professionnalisme, collaboration, bienveillance, engagement, ce sont nos valeurs clés qui nous tiennent à cœur et qui nous guident dans nos orientations et nos décisions là, au sein de notre organisation. Vous avez ensuite la carte, hein, de notre grande région de l'Outaouais. Une grande région, 30 504 km², donc on voit que c'est une grande étendue. 91 installations, donc c'est quand même un nombre très élevé et un nombre qui s'est élevé dans le contexte de la COVID, où on a dû justement avoir des nouveaux espaces pour répondre aux besoins de la clientèle dans le contexte de la pandémie. En résumé, le CIS de l'Outaouais, c'est 11 000 employés. C'est quand même un milieu qui est grand, hein, avec 11 000 employés, c'est un grand milieu de travail. 694 médecins, dentistes et pharmaciens, 14 sages-femmes, 790 bénévoles. On sait que cette année, c'est un contexte particulier pour nos bénévoles, hein, dans le contexte de la pandémie. On sait que souvent, c'est des gens qui sont un peu plus âgés, donc on a besoin d'eux, on les remercie. Ils ont su aussi s'adapter à tout ça. Et bien, l'année 2019-2020, on franchit le cap du 1 milliard de dollars au niveau du budget, donc c'est quand même non négligeable. Donc, on voit que c'est un milieu de grande envergure quand on regarde l'ensemble de ces données-là. Les dossiers majeurs 2019-2020, donc, qu'est-ce qui a marqué le temps dans cette année-là? Vous en avez entendu parler beaucoup, hein, le plan clinique. Qu'est-ce que ça veut dire, le plan clinique? C'est la vision. Hein? Comment on projette, comment on évalue les besoins de la population, santé, services sociaux, pour justement offrir des soins et services dans un environnement et un milieu de travail adapté, hein, qui correspond aux besoins. Donc, ça nous a amené vers un nouvel hôpital. Donc, une bonne nouvelle où on a eu une annonce récemment, je vais vous en parler un peu plus tard là, ce soir. Une annonce qui est très positive. Donc, notre plan clinique vient démontrer justement qu'on avait des besoins et on en est fiers de cette belle annonce-là. On a aussi l'annonce de Maison des aînés et alternatives, donc dans les secteurs de Gatineau, un à Hall et l'autre dans Gatineau-Est. Donc, les travaux se poursuivent pour trouver un emplacement. Donc, ça aussi, c'est pour donner justement des soins et services à la population, répondre à leurs besoins. Services de proximité, on en a parlé beaucoup l'année passée. Le contexte de la COVID nous a amené à être un peu moins de proximité, mais sachez que c'est vraiment au cœur quand même de nos actions. L'arrivée d'adjoints de proximité, de coordonnateurs en centre hospitalier dans nos milieux périphériques, donc c'est des changements importants. La campagne près de chez nous, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, je vais vous en parler un peu plus tard, plus en détail de ce que ça veut dire. Donc, ça aussi, c'est des travaux importants qui ont été faits. Et la présence du conseil d'administration dans les territoires, la présence des cadres supérieurs aussi, c'était des choses qu'on a fait beaucoup. 2019, on a débuté 2020, mais mars, on a dû mettre fin à nos présences dans chacun des territoires. Donc,
On espère rapidement pouvoir reprendre ces bonnes façons de faire-là pour avoir contact direct avec vous et pouvoir échanger beaucoup plus facilement que ce soit en formule Zoom. Ensuite, dossier majeur, la visite d'Agrément Canada en mai l'année dernière, donc qui nous permet, Agrément Canada, c'est dans le fond une équipe qui vient évaluer nos pratiques, nos façons de faire pour identifier si on a des éléments à travailler, des pistes d'amélioration. Vous le savez, je parle souvent de l'amélioration continue des soins et services, mais eux, c'est ce qu'ils viennent voir, nous donner un saut à savoir si on fait les choses et s'il y a des pistes d'amélioration, et ça s'est très bien déroulé l'année dernière. Maintenant, au niveau toujours des activités, de la main-d'œuvre, on en parle beaucoup de la main-d'œuvre. Peut-être dire l'année dernière, 200 nouveaux postes ont été ajoutés à la structure. C'est pas rien. On parle souvent de besoins dans la région. Donc, 55 nouveaux postes au soutien à domicile. Vous le savez, on veut maintenir nos gens à la maison le plus longtemps possible. On veut éviter que les gens se retrouvent dans les CHSLD, dans les hôpitaux et tout ça. Donc, on travaille à ce niveau-là. 35 postes en CHSLD, 50 postes pour la clientèle jeunesse, tant dans les programmes de la direction jeunesse que la protection de la jeunesse. 22 postes en santé mentale et dépendance. Donc, on voit que dans les programmes sociaux, il y a eu quand même beaucoup d'investissements dans la dernière année. Donc, c'est très, très, très positif. Et je vous parlerai déjà des investissements qu'on a eus cette année, un montant quand même important depuis le 1er avril. Donc, ça me fera plaisir de vous partager l'information un peu plus tard. Maintenant, sur l'angle de la santé mentale, on en parle beaucoup, les défis santé mentale dans le contexte de la COVID, mais au-delà de ça, pour nous, c'est important de consolider notre offre de services pour cette clientèle-là. Donc, il y a eu des nouvelles places d'hébergement dans la communauté, dans des ressources intermédiaires, donc adaptées aux besoins de ces gens-là. Des nouvelles places aussi pour une résidence de groupe, donc pour des services psycho-légaux. Des places aussi pour des troubles graves de comportement. Donc, ça aussi, c'est un défi quand ces gens-là ont besoin d'un milieu de vie, mais d'identifier des endroits. Donc, ça fait partie d'un des dossiers qu'on a pu réaliser dans la dernière année. Et des places de logement autonome aussi associées au programme de supplément de loyer, donc en collaboration avec un organisme communautaire du territoire, donc pour justement le mettre en place du logement autonome. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça permet les gens d'être soutenus par différents programmes. Maintenant, 33 millions qui est alloué déjà à nos organismes communautaires et cette année, on a eu un rehaussement de 1,7 million donc au programme de soutien aux organismes. Donc, le PSOC, ce qu'on appelle souvent, donc c'est quand même positif. On sait que les besoins sont grands. On a quand même des grandes attentes à ce niveau-là. Donc, on est toujours fiers quand on reçoit des sommes. Donc, sachez que c'est toujours un plaisir de vous transmettre les informations quand on reçoit ces montants-là. Ensuite, un 2,4 millions en financement additionnel pour le soutien de répit dépannage pour les proches aidants. Vous le savez, c'est important aussi de soutenir les gens à domicile, mais de soutenir les proches aidants. Ils ont besoin aussi, ce n'est pas facile pour ces gens-là. Donc, comment on leur donne du répit, comment on les soutient pour que les personnes demeurent le plus longtemps possible dans leur milieu de vie à domicile. Ensuite, plus de 340 000 $ en soutien aux familles aux prises avec un proche vivant avec une déficience. Donc, ça aussi, c'est des grands engagements. Des travaux aussi importants qui ont été faits à l'hôpital du Pontiac au niveau du secteur de l'endoscopie pour faire une mise à niveau au niveau de l'environnement physique, l'environnement de travail, les pratiques et tout ça. Et le service alimentaire, donc, c'est de compléter l'implantation de la nouvelle offre alimentaire dans les hôpitaux et dans les CHSLD dans lesquels il restait à poursuivre l'implantation comme telle. Maintenant, mais je ne le cacherai pas, la grande fierté que nous avons eue l'année dernière au mois de mai avec 3 projets qui ont été primés dans les prix du réseau de santé et des services sociaux. Services intégrés aux Premières Nations où on a eu une mention d'honneur. Donc, vraiment, on était fiers de ce beau prix-là, de cette belle reconnaissance-là du réseau de la santé et des services sociaux.
Ensuite, initiative interdirection pour l'amélioration de la prise en charge des grands utilisateurs de services à l'urgence et des soins de courte durée, donc un prix d'excellence. Liaison usager-hôpital, unité de réadaptation fonctionnelle intensive, soutien à domicile, donc un partenariat réussi pour un retour dans la communauté. Vous voyez à mon message qu'on travaille toujours pour que les gens soient dans leur milieu de vie, c'est important. Un prix d'excellence aussi. Et il y a eu aussi un dépôt pour un prix là, pour la mise en place d'une clinique dentaire dans la communauté pour personnes itinérantes. Donc, on voit que le CIS est dans l'action, le CIS est justement à avoir des projets novateurs pour répondre aux besoins et se démarquer. Donc, c'est très positif. Je me suis permise de mettre deux petites photos pour démontrer justement au moment où on a quitté en départ en autobus pour aller à Québec pour recevoir les prix et une photo où on reçoit avec l'équipe d'intégration des services où on a eu le plaisir d'être accompagné de M. Roy lors de cette journée-là. Donc, vous êtes en mesure de reconnaître les gens sur la photo, là, Mme Blais, Dr. Carman et Mme Mécan qui étaient présentes là, aussi là, lors de l'activité. Oui, tout à fait. Merci Pascal de le rappeler. Bien évidemment, les photos ont été prises avant la pandémie. C'est des prix que nous avons reçus en mai 2019. Donc, je tiens à le souligner. Merci beaucoup de me le rappeler. C'est très important. On n'y pense pas, hein, mais il faut le dire. Rapport financier. Donc, vous êtes en mesure de constater, je ne vais pas aller dans le détail au niveau du rapport financier, mais l'année 2019-2020, c'est terminé avec un surplus de plus de 5 millions, ce qui était une excellente nouvelle. Donc, il y avait une fierté par rapport à ça. Je vous dirais que ça ne se fait pas sans effort. Il y a eu beaucoup de travail en arrière de ça quand on parle de l'amélioration continue, pas seulement au niveau des pratiques, mais au niveau de l'utilisation justement de nos argents et tout ça. Donc, comment on s'assure d'utiliser le bon dollar au bon endroit et de la bonne façon. Donc, on est fiers de ça. Donc, comparativement à l'année précédente, 2018-2019, où on avait un écart de 381 000 $. Donc, on a quand même fait un bond de géant là, entre l'année 2019-2020. Donc, on a un grand défi cette année au niveau financier, hein, je pense qu'on peut se le dire, dans le contexte de la pandémie et tout ça. Donc, on verra quelle sera la surprise l'année prochaine au moment où je vous présenterai le rapport annuel. Donc, ça ferait le tour de ma présentation pour maintenant. Donc, c'est maintenant Mme Carrière. On va maintenant passer à la présentation de Mme Carrière, notre commissaire aux plaintes et à la qualité des services. Mme Carrière. Je ne vous vois pas, ça fait qu'il va falloir que vous nous... Est-ce que vous êtes là? Est-ce que peut-être votre son est peut-être fermé? Et voilà. Me voilà. Et voilà. Bonsoir tout le monde. Donc, la parole est à moi. Merci beaucoup de me donner ce temps d'antenne. C'est sûr que c'est succinct comme présentation, mais vous aurez là, sous peu accès au rapport annuel quand il va être adopté à l'Assemblée nationale à Québec. Ça devrait être fait d'ici demain. Vous aurez accès à ce moment-là au rapport dans son intégralité pour aller vous référer et faire une lecture. Je vais y aller très brièvement sur vraiment les éléments importants. Au départ, juste rapidement, pour ceux qui sont moins familiers avec le rôle d'une commissaire aux plaintes à la qualité des services, mon mandat, en gros, c'est le respect des droits des usagers qui reçoivent des soins ou des services via le CIS de l'Outaouais. Mon rôle est vraiment là. Je m'assure du respect des droits, qu'on ne brime pas les usagers. Et il y a un gros travail de collaboration, comme de raison, qui se fait avec l'ensemble des gestionnaires, la haute direction, les intervenants, pour que je puisse bien arriver justement à faire mon mandat. Et je relève du CA. Donc, c'est avec eux que je travaille également, mais je travaille beaucoup aussi avec Mme Fillon
la PDG qui a un intérêt aussi, un grand intérêt à s'assurer que la rigueur, elle est au rendez-vous et la qualité. En gros, là, ça résume mon travail. Et une fois par année, entre autres, je dois faire un rapport annuel pour un petit peu démontrer les activités qui ont été faites au cours de l'année par rapport aux droits d'usager et tout ce qui a été fait et réalisé aussi, parce qu'il y a plusieurs réalisations également. Comme vous voyez, nous, notre rôle est vraiment, on travaille à l'amélioration continue. On travaille aussi avec les médecins examinateurs qui gèrent des plaintes qui sont médicales. Fait que notre travail à nous, c'est vraiment l'amélioration continue, s'assurer qu'il y a une rigueur, une qualité. Et bien ça, on n'y arriverait pas là, vraiment sans la collaboration de l'ensemble des gestionnaires intervenants du réseau. Fait que grâce à eux, on peut y arriver. Fait que c'est un travail qui continue, comme de raison, des petits pas, des fois des plus grands. Fait que c'est tout le temps très encourageant quand même. Et dans le fond, ce qu'on peut dire, les plaintes pour nous, ou quand on a des signalements, bien, pour nous, c'est la voix de l'usager. Et je pense que c'est comme ça qu'on le voit et que l'organisation le voit. C'est un levier pour nous quand l'usager nous fait part de certaines choses qu'il a vécues. Bien, écoute, on tente de notre possible pour améliorer les choses. On a quand même traité, là, dans l'ensemble, en gros, 1920 dossiers. Dans la dernière année, on parle de l'année 1920 comme de raison. Fait que c'est quand même un bon volume de dossiers, ce qui est bon. Ça veut dire que les gens font appel à nous. Donc, ça veut dire qu'ils ont une confiance. Ils sont d'emblée satisfaits qu'il y a des choses qui peuvent être réalisées. Fait qu'ils voient vraiment qu'il y a un avantage à le faire. Fait que j'encourage toujours la population, quand il y a une insatisfaction, bien, de nous interpeller. Et d'interpeller également, il y a des gens sur le terrain. Fait que c'est important, quand quelqu'un n'est pas satisfait, d'interpeller soit, ça peut être l'infirmière, demander de parler au gestionnaire, de parler à quelqu'un qui est là. Des fois, l'insatisfaction peut se régler rapidement. Et s'il n'y a pas de satisfaction, bien, effectivement, vous pouvez vous référer également à la commissaire aux plaintes, à l'équipe ici, pour qu'on puisse regarder ça avec vous. C'est bon, Pascal? Ou c'est moi qui échange, hein, je pense. Ah, merci. Le nombre de dossiers reçus rapidement. Vous avez, quand j'ai mis là, un petit graphique, mais on a reçu, là, dans la dernière année, on a quand même reçu 568 plaintes, un peu semblable, un peu plus que l'année dernière. On a des délais légaux à respecter de 45 jours, qui est quand même pour nous, c'est un bon indicateur pour nous de répondre de façon diligente et rapide à la clientèle. Fait qu'on tente de répondre dans les délais, justement pour que ça soit pas trop long pour les gens. À 94 % on répond dans les délais de 45 jours. Et le reste du temps, on est quand même dans un délai qui n'est pas très loin du 45 jours. Et également, au niveau des plaintes médicales, bien, il y en a eu 162 l'année qui vient de passer. Fait que c'est sensiblement le même nombre que l'année antérieure. On a quand même traité 169 dossiers d'intervention. Il y a une grande augmentation. Je vais vous en reparler tantôt, là, pourquoi que ça a augmenté beaucoup. Et les demandes d'assistance, on en a eu 959. On tourne toujours autour du 1000 assistances par année. Les assistances, dans le fond, c'est un élément très important du travail du bureau du commissaire. On répond de l'assistance téléphonique de 8 heures à 4 heures tous les jours. On répond aux usagers, on les assiste avec la collaboration des gestionnaires sur le terrain pour tenter de leur donner satisfaction. Des exemples, ça peut être quelqu'un qui a de la misère à rejoindre la centrale de rendez-vous, quelqu'un qui trouve que son rendez-vous qu'il devait avoir pour une radiographie, c'est trop long, il ne comprend pas ce qui se passe. Fait qu'on tente vraiment de les assister. Et je vous dirais qu'à 99 % on règle ça dans le 24-48 heures et les gens sont satisfaits. Fait que merci à chacun qui nous aide à satisfaire la clientèle. On a aussi des demandes de consultation. On en a eu quand même une soixantaine. Ça, c'est vraiment souvent les gestionnaires, directeurs qui vont nous contacter pour discuter d'une situation, les meilleures stratégies pour respecter le droit d'usager, qu'est-ce que je peux faire. Fait que, il y a beaucoup de travail là, comme ça qui se fait, d'échanges qui sont vraiment constructifs. C'est bon? Ça va bien, merci. Merci. Les motifs de plainte, en gros, ben, on a tout le temps, on regarde au niveau de l'accessibilité, ça va être beaucoup sur les relations interpersonnelles, les soins et services qui sont donnés à la clientèle,
l'organisation du milieu, puis comme vous savez, il y a tout élément de la maltraitance, hein, que vous avez entendu dans les dernières années, la loi sur la maltraitance, le rôle des commissaires, le rôle des établissements, les structures qui ont été mises en place pour aider notre clientèle, autant à l'interne ou les clientèles qui demeurent dans des résidences pour personnes âgées. Il y a beaucoup de travail qui se fait là par les équipes également. Et les installations les plus visées, dans le fond, on voit ceux qui ont eu 20 plaintes et plus. C'est sûr qu'on a une majeure dans les hôpitaux. C'est normal parce que les hôpitaux, c'est le plateau technique. Les hôpitaux, c'est là qu'il y a le plus grand, le volume le plus important de soins qui sont donnés. Hein? Fait que c'est sûr que la majorité des plaintes que je vais recevoir, c'est pour les soins et services qui sont donnés. Fait que c'est normal que c'est plus concentré dans les hôpitaux. C'est pas parce que c'est plus problématique, c'est parce qu'il y en a juste plus de soins. Vous comprendrez qu'il y a des milliers et des milliers de soins qui se donnent à tous les jours. Là. On comprend l'ensemble du territoire de l'Outaouais. Fait que nous, on en reçoit un certain volume, ce qui est normal. Fait que c'est pour que vous juste vous mettre en perspective. On reçoit aussi des plaintes pour les CLSC, au niveau de la protection de la jeunesse, aussi au niveau de la santé mentale et des fois, c'est hors réseau. Ça peut être des organismes communautaires aussi qui ont des liens avec le CISO, fait que les usagers peuvent aussi porter plainte. Et comme de raison, on reçoit des plaintes là aussi pour les résidences pour personnes âgées. Merci. Je vais vous parler avant de la maltraitance. Je vous disais qu'on a eu beaucoup d'interventions dans la dernière année, ce qui est une bonne chose. Vous comprendrez qu'au niveau des résidences personnes âgées, puis Mme Fillon parlait tantôt aussi des impacts à différents niveaux de la COVID et tout ce que ça a apporté. C'est sûr qu'au niveau de la maltraitance et des RPA, on a eu beaucoup de signalements. Puis avec la COVID, c'est sûr que ça fait beaucoup ça en parle beaucoup dans les médias. Ce qui se passe dans les résidences pour personnes âgées, il y a beaucoup, la population se sent insécure. Ils veulent s'assurer que les choses sont correctes. Fait que souvent, on a des signalements de tiers, de personnes qui connaissent. Fait que des fois, on fait beaucoup de sensibilisation, d'écoute, on sensibilise, puis on a des signalements de maltraitance qu'on va vérifier avec les directions concernées. Il y a un beau travail qui se fait. Fait que oui, les signalements de maltraitance ont augmenté. Puis c'est ça qui est souhaité par justement la mise en place de la loi par justement la ministre, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai un petit blanc de mémoire, mais le ministre Blais. C'est ça qui était souhaité. Hein, dans le fond, c'est d'augmenter les nombres de signalements pour qu'on soit plus près, puis qu'on puisse voir ce qui se passe, puis mettre des mesures, on appelle ça un filet de sécurité dans notre jargon à nous. Et je vous dirais qu'on en a eu beaucoup plus l'année passée. Et c'est bien parce qu'on a pu réussir à protéger des personnes âgées et des personnes vulnérables. Ce n'est pas nécessairement que des personnes âgées, les personnes vulnérables, adultes, parce que les enfants, c'est vraiment au niveau de la protection de la jeunesse. Nous, c'est tous les gens qui ont 18 ans et plus et qui sont vulnérables. Ça peut être quelqu'un qui a une déficience intellectuelle, personne âgée, une personne qui a des problèmes de santé mentale. Fait que c'est le fun parce qu'on a réussi à mettre des faits de sécurité, à aider ces gens-là, puis à les protéger. Fait que un bravo à l'ensemble de l'équipe du CISO. Les intervenants font un super beau travail avec cette clientèle-là, puis ils nous interpellent au bon moment. On est très contents. Fait que ça, c'est un gros volet cette année là, au niveau des résidences puis de la maltraitance. Fait que, en gros, c'est ça. Au niveau des motifs et des mesures, vous comprendrez que quand on reçoit des plaintes, on fait l'analyse avec de différents documents, on regarde les politiques, les procédures en place et on regarde s'il y a des mesures d'amélioration qui devraient être mises en place ou pas. Dans le fond, ce que j'explique, c'est sur 563 plaintes qui ont été conclues, il y a quand même, ça visait plusieurs motifs, il y a quand même 556 mesures qui ont été mises en place. Ce qui est, dans le fond, ce qui est énorme, ce qui est positif. Parce que quand une plainte, il y a une insatisfaction, des fois, ça nous permet juste de s'assurer que les choses sont correctes et on n'a pas de mesures. Mais il y a quand même eu 65 % du temps qu'il y a eu des mesures de mise en place par les gestionnaires. Donc, ce qui est très bien. Et souvent, les gestionnaires, des fois, quand ils ont la plainte, ils mettent déjà des mesures en place rapidement avant même qu'on les interpelle, ce qui
ce qui est une belle, c'est très proactif. Parfait. Donc, ça vous démontre que la plainte, c'est de l'amélioration continue. On met des mesures en place pour améliorer les services, les soins. Fait que c'est pas rien, 65 de mesures, mais ça veut dire qu'il y a un gros travail qui se fait sur le plancher par les équipes, par les gestionnaires, parce que ces mesures-là ne se mettent pas en place toutes seules. Fait que ça prend du monde pour les mettre en place. Et ça, je vous parle, tu sais, on n'était pas dans la COVID encore, mais je vais vous en parler rapidement parce que c'est l'année 19-20. Mais on avait un bout de COVID de commencer et malgré la COVID, malgré que les équipes sont très sollicitées, vous le savez très bien, par la COVID, mais on a malgré tout réussi à mettre des mesures en place puis à commencer à faire du travail d'amélioration. Les gens étaient au rendez-vous. Fait que ça, c'est très bien. Fait qu'on voit qu'ils ont ça à cœur. Merci. Prochaine. Merci. Les recommandations du commissaire, bien, je vais vous donner quelques exemples, mais en principe, juste pour vous donner un aperçu, là, on a émis 39 recoms dans la dernière année. Il y en avait 37 en cours, qui étaient en cours de réalisation. Et il y a vraiment un effort intéressant, important qui a été mis dans la dernière année pour actualiser des recoms, pour améliorer le respect des échéanciers. Parce que le but d'une recommandation, je parlais d'une mesure, quand il y a une mesure, je ne mets pas nécessairement de recommandation. Mais des fois, on trouve que les mesures en place, je ne suis pas satisfaite nécessairement. Je trouve que ça n'assurera peut-être pas suffisamment la qualité, la sécurité. Et c'est là, habituellement, qu'on va mettre une recommandation. Fait qu'on les fait de façon vraiment judicieuse. Et le but qu'on met une recommandation, bien, l'objectif, c'est aussi l'amélioration continue. Donc, le plus rapidement qu'elles sont mises en place selon les délais convenus, comme de raison, bien, le mieux qu'on va travailler vers l'amélioration. Fait que c'est en gros le nombre de recoms là, qui ont été faits l'année dernière, mais il y en a beaucoup qui ont été, ça a été corrigé, que ça a été mis en place et qu'on est content. Comme je disais tantôt, pour conclure, parce que je ne veux pas prendre trop de temps, je sais que j'avais à peu près 10 minutes. En bout de ligne, comme je disais tantôt, le nombre d'insatisfactions a augmenté. C'est positif en soi. Ça veut dire qu'on fait de la promotion du régime d'examen des plaintes. Donc, ça veut dire que ça se rend aux gens. Ça se rend dans les établissements. Fait que dans le fond, c'est un droit de porter plainte. Fait que ça veut dire que les gens, ça leur est aussi, l'information leur est donnée. Puis, je pense que les gens aussi voient une plus-value de porter plainte parce que pour aider à répondre à leurs besoins. Puis, je pourrais vous dire qu'il y a beaucoup de consultations qui se font. Fait que ça, c'est positif par l'établissement. Et je vous dirais que dans les derniers 2 ans, je sais qu'il y a eu un gros travail de fait. Mme Fillon a parlé beaucoup là, dans son discours avec les gestionnaires, avec les équipes. Elle parle beaucoup de rigueur, de qualité, d'être transparent, de donner leur juste aux usagers. Et que j'ai senti dans les derniers 2 ans, ça fait quand même presque 5 ans que je suis ici, je vois vraiment là, un changement de culture dans l'organisation, que l'insatisfaction d'un usager, la plainte, est perçue beaucoup plus positivement par les équipes. C'est vu comme une façon d'améliorer les services, un levier. On a une belle ouverture, on a une grande collaboration. C'est très rare qu'on n'est pas capable d'arriver à soit un compromis ou à des mesures. Puis on a des suivis ensemble régulièrement. Fait que c'est bien, bravo pour le CISO parce que c'est la voix de l'usager. Puis je peux vous dire qu'elle est entendue. Les enjeux, c'est sûr qu'il y a toujours des enjeux. Comme dans toute organisation, on a des enjeux. C'est sûr qu'il y a des enjeux de communication. On s'entend que ce n'est pas simple, les communications. Et dans un établissement que Mme Fillon vous a présenté, avec à peu près 11 000 employés, 80 quelques sites, une complexité avec différentes missions, hospitaliers, hébergement, les CLSC, les résidences pour personnes âgées, etc. C'est très complexe. Fait que les communications, oui, il y a de l'amélioration encore à aller chercher. Il y a du travail, on travaille en amont, tout le monde ensemble, moi inclus, pour améliorer les communications à différents niveaux. Fait que le travail va se poursuivre et doit se poursuivre. Mais c'est un petit peu, comme je vous dis, c'est complexe. Et fait qu'il y a des choses qui se travaillent, il y a des plans. Je sais qu'il y a des moyens qui tentent d'être mis en place à ce niveau-là. Fait que, en gros, ben, je voulais vous remercier. Fait que c'est un petit peu le travail qui se fait. Je sais que c'est quand même macro, c'est rapide, mais c'est le travail qui se fait là, en collaboration avec l'établissement et les partenaires.
et dans tout le temps dans le but de nous assurer que nos usagers, notre population reçoit les services attendus auxquels ils devraient s'attendre et avec une approche auquel ils devraient s'attendre. Écoutez, je vais arrêter ça maintenant. Merci beaucoup, Mme Carrière. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis, on sait très bien que les gens vont avoir accès, s'ils sont intéressés, vont avoir accès à votre rapport annuel complet. Oui. Dès qu'il aura été approuvé par l'Assemblée nationale, le rapport sera public à ce moment-là et accessible. Bien, parfait. Merci du temps d'antenne et merci à tous et bonne fin de soirée. Merci. Et ça, n'oubliez pas, vous pouvez avoir des questions pour vous à la fin. Oui, parfait. Madame Taylor, j'ai vu dans votre note que vous aviez une question. Pardon? Non, c'est ça, je t'ai pour lui demander, Mme Taylor, est-ce que ça vous va si on attend à la fin? Il y a une autre présentation à faire et puis après ça, on va aller aux questions. Mon question n'est pas à propos du budget, mais une question générale et spécifique pour Pontiac. Peut-être à la fin. Madame Taylor, on va vous arrêter tout de suite. Excusez, madame, on va vous arrêter tout de suite parce qu'on a la période de questions à 19 h. Avant, on a une présentation sur les priorités et les orientations pour 2020-2021. Puis, par la suite, on aura les questions. Je suis désolé de vous avoir interrompu. Madame Filion? Oui, tout à fait. Donc, on va laisser... Parfait. Donc, maintenant, je souhaite vous parler des priorités organisationnelles. Donc, les priorités étaient pour 2019-2021. Donc, on poursuit sur ces mêmes priorités-là. Donc, la première priorité, entre autres, qui avait été identifiée, c'était l'amélioration continue. Donc, je pense que tantôt, Mme Carrière l'a bien mentionné, hein, quand on parle d'une culture organisationnelle sur l'amélioration continue, hein, de prendre justement les plaintes comme des pistes d'amélioration et tout ça. Donc, c'est super important et on travaille vraiment dans ce sens-là. La culture de la mesure, ça aussi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Je vous ai parlé tantôt de la visite d'agrément que nous avons eue en mai dernier, où on a eu quand même toute conformité à 91,9 %. Donc, c'est une excellente nouvelle. On se prépare bien évidemment pour une prochaine visite. Hein, donc, la visite est prévue en mai 2021. Donc, pour moi, c'est en continu, hein, l'amélioration. Et ils viennent nous donner un saut justement sur nos pratiques. Maintenant, au niveau du volet ressources humaines, hein, une autre grande priorité, malgré la pandémie, on a accentué justement le recrutement, la dotation de nos postes et tout ça parce que les besoins étaient grandissants et besoins plus dans l'ensemble des secteurs d'activité. On a mis en place le télétravail, donc rapidement, on s'est reviré sur nos façons de faire. On a aussi augmenté la diffusion des bonnes nouvelles, les bons coups, utiliser davantage les réseaux sociaux pour transmettre les informations. Des modalités de communication aussi, des communications hebdomadaires avec les instances syndicales, entre autres, donc où c'était vraiment un temps d'échange. Quand on parle d'embauche, une image vaut 1000 mots. Donc, la prochaine diapo va vous permettre de voir justement comment ça se passe, l'embauche au 6 de l'Outaouais. Bien, quand on regarde les années antérieures, en orange 2018-2019, en bleu 2019-2020 et cette année en vert, vous êtes en mesure de constater qu'on a quand même un nombre d'embauches important. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont des embauches qu'on appelle dites temporaires pour la période de la COVID. Donc, imaginez-vous la pression que ça génère sur nos équipes de ressources humaines pour faire tout ce processus-là et sur les équipes sur le terrain qui reçoivent un grand nombre de nouveaux employés. Donc, c'est non négligeable et on est super content de voir qu'il y a des gens qui ont de l'intérêt à venir travailler là, avec nous et nous soutenir dans le contexte. Ensuite, la prochaine diapo, c'est un peu pour faire le parallèle. Souvent, on parle, oui, mais on a des embauches, il y a des départs. C'est un peu normal, c'est un peu le cycle de la vie, je vais le dire comme ça. Il y a des départs, des choix professionnels, des choix de carrière, des choix personnels, des départs à la retraite. Donc, on est en mesure de constater que depuis les dernières années, on a vraiment un taux d'embauche plus élevé par rapport à nos départs. Donc, c'est positif. Maintenant, on parle beaucoup au niveau du temps supplémentaire obligatoire, la main-d'œuvre indépendante. Je souhaitais aujourd'hui peut-être juste
expliquer, imager, qu'est-ce que ça veut dire au 6 de l'Outaouais quand on parle de temps supplémentaire et tout ça. Peut-être que le chiffre est petit et même, je regarde sur ma feuille, c'est vraiment petit au niveau de l'impression. Mais concrètement, quand on prend une période financière, juste pour imager ce que ça veut dire, si on prend la période 8 de cette année, où il y a 62 162 heures travaillées en temps supplémentaire, si on calcule ça à chaque jour, c'est comme si j'avais près de 300 quarts de travail à chaque jour en temps supplémentaire. Donc, ça peut paraître un chiffre énorme, ce chiffre-là, si on le prend comme ça en disant, mon Dieu, 300 quarts de travail, et on sait qu'un quart de travail, c'est à peu près 7h30. Donc, c'est sûr que ça paraît beaucoup, beaucoup, beaucoup quand on le regarde comme ça. Mais ce qui est important de dire, c'est que ce nombre d'heures-là, en temps supplémentaire, sur le nombre travaillé dans une même période, on parle d'1 343 heures. Donc, vous êtes en mesure de constater que le temps supplémentaire représente sur une période 4,7 %. Donc, une journée travaillée au 6 de l'Outaouais, là, à chaque journée, ça coûte 2,4 millions en salaire. Donc, ça peut vous donner une image quand je vous parlais tantôt du nombre d'employés, du budget de 1 milliard. Donc, ça permet de démystifier et de bien comprendre ce que ça veut dire au 6 de l'Outaouais chaque journée et le temps supplémentaire et tout ça. Pourquoi autant de temps supplémentaire? Bien, vous le savez, des besoins qui sont grandissants. On a des enjeux avec des gens qui sont en absence pour plein de raisons. On a l'assurance salaire. On sait que l'assurance salaire demeure quand même un défi. Mais malgré tout, malgré le défi de la COVID, des enjeux qu'on vit, les gens sont présents, sont au travail. On ne peut pas dire qu'on a un écart beaucoup plus grand par rapport aux années antérieures. Donc, les gens sont au rendez-vous et ils sont au travail. Ça aurait pu être facile de dire « je baisse les bras, je m'en vais à la maison », mais non. On est quand même très comparable aux périodes antérieures et aux années antérieures. Donc, ça permettait aujourd'hui de justement démystifier ce que ça veut dire concrètement au 6 de l'Outaouais. On parle du temps supplémentaire obligatoire. Bien, dans le fond, je voulais la même chose, vous transmettre l'information. Quand on prend une période, toujours la même période, si je prends la période 8, qui était tout récente, bien, c'est 292 heures dans une période. Une période, c'est 28 jours. Donc, c'est l'équivalent de 1,4 quart de travail par 24 heures. Donc, ça veut dire que c'est une infirmière et demie, je vais le dire comme ça, dans le 24 heures, ou un autre type d'emploi. Ça peut être une infirmière auxiliaire, ça peut être un autre professionnel. Donc, ça permet de mieux comprendre aussi quand on parle, il y a beaucoup de temps supplémentaire obligatoire. Chaque temps supplémentaire est de trop. Peut-être Pascal, elle est là. Donc, chaque temps supplémentaire est de trop obligatoire. Et pour moi, c'est important justement de démystifier puis de vous expliquer ce que ça veut dire concrètement. Donc, vous avez vu, hein, 2,5 millions par jour, 1 million d'heures par période. Donc, on parle de 292 heures dans une même période. Donc, ça permet aussi de démystifier. Main-d'œuvre indépendante, même chose, une augmentation quand même marquée cette année. Vous le savez, vous ne serez pas surpris avec tous les enjeux, justement, d'offrir des soins et services là, à la population. Donc, on fait appel à tous là, pour soutenir nos équipes sur le terrain. Maintenant, toujours dans nos priorités organisationnelles en lien avec la main-d'œuvre, dans nos faits saillants hein, de cette année, puis je vends un peu les punchs pour l'année prochaine parce que c'est important. Déjà 201 employés qui sont arrivés comme préposés aux bénéficiaires dans nos CHSLD, donc sont venus prêter main forte avec les cohortes. On en a déjà de prévus en janvier, en mars, donc ils seront bienvenus pour soutenir les équipes sur le terrain, donc c'est positif. En octobre dernier aussi, 14 nominations de gestionnaires responsables de CHSLD. Donc, ça aussi, ça va avoir un impact direct sur le climat de travail, l'environnement de travail, la qualité des soins et services, la proximité avec les résidents, les proches, les familles. Ça, pour moi, c'est important aussi là, que ce soit là, au rendez-vous.
La prochaine section, là, je vais prendre quelques minutes pour vous parler un peu du portrait effectif en soins infirmiers du Québec. Pourquoi je vous parle aujourd'hui des infirmières? Bien, vous le savez, c'est un défi quotidien pour l'ensemble des types d'emplois, mais on parle beaucoup des infirmières. Donc, je trouvais important quand même là, de vous transmettre là, les informations. Donc, ça permet de voir dans ce tableau-là, dans la région d'Outaouais, combien d'infirmières exercent dans la région. Donc, on voit qu'on a 2296 infirmières qui exercent dans la région de l'Outaouais et on est en mesure de voir qu'on a quand même une croissance année après année. Vous avez ensuite les infirmières en soins directs par 1000 habitants. Même chose, souvent, vous n'entendez parler de ce ratio-là en disant qu'il était faible dans la région de l'Outaouais. En effet, cette donnée-là est quand même relativement faible parce que ce qu'on observe quand on analyse les tableaux, c'est qu'on a une croissance importante au niveau de la population, mais la croissance du nombre d'infirmières ne va pas à la même vitesse et même plus. Donc, ce qui nous crée toujours un écart année après année. Vous avez ensuite les tranches d'âge. Donc, on voit quand même, on a un 15 d'infirmiers et infirmières qui ont 55 ans et plus. Donc, pour nous, c'est une piste aussi pour dire, oups, c'est des gens qui, probablement, dans les prochaines années, prendront la retraite. Donc, tous nos défis, justement, de planification de main-d'œuvre. Emploi à temps complet, je vais vous en parler un peu plus loin. Et nos infirmières praticiennes spécialisées. Donc, peut-être vous dire que la source des informations que je vous transmets pour les prochaines diapos, c'est le portrait, le sommaire de l'effectif infirmier qui est produit annuellement par l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Donc, si vous souhaitez avoir des informations beaucoup plus détaillées, vous pourrez vous y retrouver à l'intérieur de ça. Maintenant, quand on regarde dans la région, le lieu de résidence. Donc, dans l'Outaouais, quand on regarde le lieu de résidence et par rapport à son exercice, donc 89,2 des infirmières qui demeurent dans la région pratiquent dans la région de l'Outaouais. Ça, pour moi, c'est non négligeable comme donnée. Si on compare avec la moyenne du Québec, où on dit que 78,5 des infirmières travaillent dans leur région. Donc, on est capable de dire qu'on a quand même un beau taux de rétention dans la région de nos infirmières qui sont formées. Donc, de là, le travail qu'on a à faire à souhaiter que nos jeunes veulent s'inscrire dans la profession infirmière, puisqu'on sait qu'on est capable de les garder chez nous pour travailler. Ensuite, on voit qu'il y en a 147 qui demeurent dans les régions et qui travaillent ailleurs. Donc, on voit qu'on a un taux vraiment plus bas, 5,8 comparativement à la moyenne de la région qui est du Québec, qui est de 17,4 Donc, les gens demeurent vraiment dans la région de l'Outaouais et y travaillent. Et 128 personnes qui sont membres du tableau de l'Ordre des infirmières et qui ne pratiquent pas la profession. Donc, souvent, c'est des gens retraités ou qui, temporairement, sont en congé de maternité, sont inscrits au tableau de l'Ordre, mais ne pratiquent pas pendant cette période-là. Formation initiale, bon, vous êtes en mesure de voir, je ne veux pas aller nécessairement dans le détail, vous savez qu'il y a différents programmes de formation, donc c'est intéressant. Ce sur quoi j'attirais votre attention au-delà de la formation, je trouve ça intéressant. Tantôt, je vous ai parlé de des gens qui travaillaient chez nous qui avaient 55 ans et plus. Et regardez, nous avons encore 6 employés au CIS de l'Outaouais qui sont diplômés. Leur diplôme est décerné par un hôpital. Donc, c'est des gens qui ont fait vraiment la formation dans nos hôpitaux et tout ça. Donc, on en a 6 chez nous. Puis au Québec, il y en a 294. L'autre donnée importante que je souhaite aussi vous faire part aujourd'hui, le nombre d'infirmières qui ont une formation hors Québec. Vous savez, hein, on a des ententes France-Québec pour le recrutement et tout ça. On est toujours au rendez-vous. On fait des demandes année après année. Si on regarde, on en a 244 dans la région et 10,6 comparativement à 7,4 au Québec. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les gens qu'on va chercher dans nos projets, entre autres France-Québec, demeurent chez nous. Donc, il faut continuer à faire ces efforts-là pour notre recrutement d'infirmières.
Maintenant, pour le statut d'emploi, on a parlé beaucoup, hein, puis vous m'avez entendu parler du statut temps complet, temps partiel et tout ça. Bien, c'est intéressant de voir que malgré qu'on veut aller plus loin dans la région de l'Outaouais, on est en avancée par rapport à la moyenne du Québec. Donc, on a 65,9 de nos infirmières qui sont à temps complet versus 61,7 Je parle beaucoup d'infirmières, mais vous dire qu'au niveau de l'emploi masculin, on est au même taux que ce qui est inscrit là, au niveau du tableau de l'ordre. On est à 11 donc on a 11 là, de gens masculins dans la profession là, infirmier. Ensuite, bon, sans aller dans tout le détail non plus, vous avez là, le détail d'où ces gens-là travaillent. Donc, est-ce qu'ils sont dans le réseau de la santé, dans le privé, en éducation, dans les organismes communautaires. Donc, ça permet de voir et en comparaison avec l'ensemble du Québec. Maintenant, pour le volet financier, hein, vous le savez, c'est une priorité organisationnelle aussi, donc de s'assurer d'avoir un équilibre budgétaire. Vous le savez, c'est jamais acquis un budget en équilibre. On doit toujours être en amélioration continue de la performance financière, toujours revoir comment on peut faire différemment, autrement, comment on s'assure de bouger nos sommes en fonction des besoins de la population, tout le volet de cette performance-là pour répondre aux besoins. Déjà, peut-être vous dire que depuis le 1er avril, nous avons eu plus de 16 millions d'investissements au CIS de l'Outaouais. Donc, vous comprenez tout ce que je vous ai parlé précédemment en lien avec les enjeux de main-d'œuvre. Donc, c'est vraiment des besoins supplémentaires qu'on vient créer comme tels. Mais qui est des bonnes nouvelles puisqu'on a des besoins pour la population. Donc, il faut travailler des stratégies de recrutement, des stratégies avec nos maisons d'enseignement pour répondre à tous ces besoins-là. Donc, vous avez là, de façon un peu plus par bloc, là, par programme, les investissements. Je ne vais pas nécessairement aller en détail aujourd'hui. Ça sera l'année prochaine lors du rapport. Ensuite, dans nos priorités, vous vous rappelez, l'année passée, on parlait beaucoup de la mise en place des recommandations du rapport du mandataire. Donc, les actions qui avaient été identifiées sont réalisées là, à ce niveau-là. La prochaine, Pascal. Le point fort aussi en lien avec justement la gestion de proximité. Vous savez, on voulait vraiment se donner dans l'Outaouais notre modèle à nous. On avait travaillé, on avait évalué ce qui se faisait ailleurs au Québec et même en dehors du Québec. Et on avait pris la décision de déployer des organigrammes avec une présence d'adjoints de proximité à la direction des services multidisciplinaires et à la communauté. Donc, c'est un bon coup. Ils sont en poste depuis plusieurs mois. Ça fera 1 an là, en février prochain, donc ce qui est une excellente nouvelle. C'est très positif, ça permet de créer des liens, des ramifications avec l'ensemble des gens sur le territoire et c'est très, très, très positif. Toujours sur cette même lignée-là, cette pensée-là, cette façon de faire, il y a eu aussi l'embauche et la création de postes de 3 coordonnateurs d'hôpitaux périphériques pour justement venir soutenir nos secteurs d'activité clinique, améliorer les façons de faire, les communications et tout ça. On a aussi, dans les discussions puis dans les échanges que j'ai eus aussi avec plusieurs personnes, c'était une méconnaissance sur notre offre de services en CLSC et on a fait la campagne près de chez nous, donc qui permet justement aux gens d'avoir accès là, et connaître leurs services. Et le dernier point en lien avec ça, c'est la présence des cadres supérieurs et des membres du conseil d'administration dans l'ensemble de notre territoire. On avait une belle lancée avec nos CA dans chacun de nos réseaux locaux de services et tout ça, mais là, bon, on doit se réajuster dans le contexte de la COVID et on a bien hâte, là, justement, là, de retourner à cette façon de faire-là. Donc, vous avez ici un petit dépliant, là, bon, qui est déplié, je vais me permettre de le dire comme ça, qui vous permet de voir ce que c'est la campagne et je vais permettre là, à Pascal de lancer le petit vidéo pour justement voir le service à la communauté, donc la campagne près de chez vous. Près de chez nous, je m'excuse.
Est-ce que ça fonctionne? Je vais poursuivre. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit problème technique. Je vais poursuivre, donc on verra un peu plus tard si jamais ça fonctionne, là, on pourra vous le présenter. Donc, quelques citations de nos adjoints de proximité. Je trouvais important là, de vous en faire part, justement. Je ne veux pas nécessairement en faire la lecture comme telle, mais ça a permis justement de créer des liens, des relations de confiance, des relations de proximité, de soutien à l'ensemble des équipes, avec les élus, les équipes sur le terrain, donc très positif de la part de l'ensemble des 4 adjoints. Donc, une fluidité au niveau des communications et bien évidemment, les gens étaient fiers, entre autres, Mme Chaput qui dit qu'il était fier de l'embauche de nouvelles personnes là, dans l'équipe comme telle. On va poursuivre à l'autre. Ouais, tu peux continuer. Excellent. Maintenant, une autre priorité, c'était la mission universitaire, donc l'implantation de la faculté de médecine de l'Université McGill. Donc, vous le savez, un grand projet, une grande fierté pour l'Outaouais avec une grande collaboration avec l'Université McGill. Donc, 24 étudiants ont commencé avec nous en août dernier. Donc, c'est très, très positif. Et on a fait aussi, on est en démarche avec le ministère pour l'intégration de la mission universitaire au nom du CIS pour devenir le CIUS de l'Outaouais, donc le Centre intégré universitaire de santé des services de l'Outaouais. Donc, on travaille très fort là-dessus et nous en serons très fiers aussi là, de porter le U auprès du CIS. Maintenant, dans les nouvelles orientations, bien, vous le savez, puis j'en ai tantôt glissé un mot, bien, c'est la construction d'un centre hospitalier affilié universitaire. Donc, le 14 octobre dernier, l'annonce de la construction d'un nouvel hôpital de 600 lits, ce qui représente un ajout net de 240 lits pour la population de l'Outaouais. Donc, on est vraiment fiers de ça, une belle réalisation de démontrer tout le besoin dans notre plan clinique. Donc, la mise en place du comité directeur, la mise en place d'une structure de gouverne avec une direction de projet. Il y aura un directeur de projet parce que c'est un projet d'envergure sur lesquels on va travailler et soyez assurés que le CIS de l'Outaouais sera au rendez-vous pour répondre aux attentes ou aux exigences pour respecter là, les délais. Ensuite, dans nos nouvelles orientations, c'est l'obstétrique dans le territoire du Pontiac. Donc, c'est d'avoir justement une solution à long terme. Vous le savez, le défi de main-d'œuvre infirmière est très, très, très importante dans l'ensemble de nos milieux. Il y a la possibilité, là, on étudie la possibilité de déployer un modèle hybride avec le soutien de sages-femmes et tout ça, de médecins et d'infirmières. Donc, il y a des travaux qui se font à ce sujet-là. Et malgré le contexte de la COVID, et pour nous, c'était une priorité, eh bien, ce qu'on souhaitait, c'est que le projet puisse avancer. On a une chargée de projet qui a été embauchée en septembre dernier pour justement déployer ça. Et on a un comité de travail où Mme Thaler siège avec notre directrice du programme jeunesse pour identifier justement comment on peut attirer des gens à travailler dans la région du Pontiac. Maintenant, la dernière et non la moindre des nouvelles priorités, donc, c'est d'adapter l'offre de soins de services pour faire face à la pandémie COVID-19 dans le respect des directives nationales. Donc, vous voyez, hein, tout le volet là, des différentes cliniques qui ont été mis en place, les dépistages, les laboratoires, l'unité de soins et tout ça. Donc, il y a vraiment un délestage d'activités qui doit être faite. Maintenant, ajout, hein, je l'ai parlé, ajout de services, donc de lignes téléphoniques, ajout de cliniques de dépistage, cliniques d'évaluation, un peu partout, les cliniques mobiles lors d'éclosion et tout ça. Mais ce que je tiens à dire, c'est vraiment l'engagement et la mobilisation du personnel dans cette période qui nous a amené justement là, à déployer une campagne les héros du CISO. Pour moi, c'est super important, je l'ai dit, c'était pas facile, les gens ont eu à s'adapter quotidiennement, les directives arrivaient rapidement et les gens sont au rendez-vous pour donner des soins et services à la population. Donc, je les remercie grandement. Maintenant, souvent, on parle des données, hein, qu'est-ce qui se passe dans la COVID et tout ça. J'avais envie de vous parler de l'arrière-scène de la COVID.
qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, concrètement, au-delà du nombre de cas qu'on vous mentionne à chaque jour ou que vous retrouvez sur notre site Internet? Donc, vous dire que depuis le début de la COVID, plus de 98 000 dépistages ont été réalisés. Plus de 100 000 appels, 104 923 appels à la centrale d'appels COVID. Ensuite, au niveau du 811, spécifiquement pour le volet COVID, plus de 20 000 appels. 300 personnes ont nécessité une hospitalisation dans nos unités de soins COVID depuis le 1er mars. Le 13 mars, je m'excuse. Au niveau de l'équipement de protection individuelle, le nombre de masques qu'on a utilisés au 6 de l'Outaouais, plus de 3 millions de masques ont été utilisés pour faire face à la COVID. 20 millions de gants, c'est non négligeable. Et 296 000 blouses, jaquettes ou toute combinaison d'isolation qui est utilisée comme telle. De la formation avec le passeport COVID, donc 128 infirmières ont été formées, 64 infirmières auxiliaires, 51 PAB, 8 agents administratifs. Au niveau des communications, 40 points de presse, 46 info-COVID a été fait pour les employés. Il y a eu aussi plus de 18 infos familles pour les résidents en CHSLD. 91 nombre d'infos qui a été fait pour les ressources personnes âgées, ressources intermédiaires, RTF. Et ça, c'est sans compter l'ensemble des rencontres au quotidien parce que, bon, il a fallu mettre en place une gouverne pour prendre en charge tout ce dossier-là. Donc, sans compter toutes les rencontres quotidiennes du comité de direction, de la direction générale, des équipes sur le terrain et tout ça. Donc, des milliers de rencontres ont eu lieu depuis le début de la COVID. Donc, c'est malheureux parce que j'avais une petite vidéo aussi pour reconnaître les héros du 6 de l'Outaouais, mais ça ne fonctionnera pas. On va aller au suivant. Donc, quelques images, dans le fond, donc, de l'unité COVID. Donc, on voit les grands tuyaux qui passent pour assurer la ventilation. On ne pouvait pas passer sous silence notre nouvel analyseur, je m'excuse, donc qu'on a tant parlé et tant attendu, donc que vous retrouvez sur la photo du haut. Des modules pour les infirmières qui étaient avant dans les tentes pour faire du dépistage, donc qui étaient faits à partir de containers et tout ça, donc pour s'assurer que le personnel est dans un environnement adéquat, chaud et tout ça. Vous retrouvez aussi en prochaine diapo la clinique désignée d'évaluation de Papineau. Donc, on voit c'est un milieu avec la salle d'examen et tout ça. Bien évidemment, comment ne pas être fier de ces équipes-là? Donc, on voit l'équipe de la zone chaude de Petite Nation qui fait des cœurs avec les mains, des gens de l'hôpital de Gatineau, des gens de l'équipe du laboratoire de l'hôpital de Gatineau. On parle beaucoup des gens cliniques, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent en arrière-scène qu'on parle peu. Je pense aux gens du service technique qui ont dû bâtir des murs, défaire des murs, construire toutes sortes de choses. Les services alimentaires, salubrité aussi, à qui ça a demandé énormément. Donc, on parle beaucoup des différents professionnels, les physiothérapeutes, les intervenants sociaux. On peut tous les nommer comme ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont été les héros du 6 de l'Outaouais pour répondre aux besoins de la population. Donc, on peut tous être fiers de cette grande contribution de ces gens-là. Alors, je remercie bien évidemment tous ces employés, les médecins, les dentistes, les pharmaciens, tout ça, les sages-femmes, tous les partenaires qui nous ont soutenus à travers cette situation-là qui est très tumultueuse. Et bien évidemment, la population qui est là aussi pour soutenir nos équipes. Et bien évidemment, respecter les consignes qui nous sont données par le gouvernement. Alors, je m'arrête là et peut-être vous dire que les rapports annuels sont disponibles sur le site web du 6 de l'Outaouais. Alors, voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup, Mme Fillon. C'est très intéressant. C'est beaucoup de richesse. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de richesse dans les activités de la dernière année. On n'entend pas parler nécessairement de tous ces volets-là. Et c'est intéressant dans une soirée comme ça de pouvoir avoir la chance d'être exposé à ces différents éléments-là. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la période de questions.
on a des questions, on peut avoir des questions pour la présentation sur 19-20, la présentation de la commissaire, ou sur la question qui vient d'être présentée, les questions qui viennent d'être présentées. J'avais Mme Thaler qui avait demandé la parole premièrement. Donc, je vais aller à vous, Mme Thaler. Peut-être qu'on pourrait essayer de restreindre nos questions à une à la fois pour donner la chance à tout le monde, et puis si après ça, on reviendra. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Je voudrais commencer par dire merci pour votre travail acharné en ces temps très difficiles et Madame Filion pour votre attitude positive. La MRC de Pontiac et le CISO réunissent toutes les 2 semaines pour se pencher sur la solution apportée pour la réouverture du service d'obstétrique de l'hôpital de Pontiac à Shawville. Le service est maintenant fermé depuis 9 mois. Nous travaillons en vue d'une date cible de janvier 2021. Malheureusement, la réalité de la gravité de la 2e vague de COVID-19 au Québec est dans l'UTUE a réduit considérablement le nombre de travailleurs de la santé. Et a fait de cette question la priorité numéro 1 de 6 UTUE. La principale raison pour laquelle nous ne pouvons pas rouvrir le service de l'obstétrique et que nous ne pouvons pas retenir les infirmières. Elles peuvent traverser la frontière et gagner $10 par heure en Ontario. La MRC de Pontiac a envoyé une résolution au ministre de la Santé pour demander une étude pilote visant à fixer la différence de salaire dans le Pontiac afin que nous puissions embaucher et retenir les infirmières et les sages-femmes. Nous avons besoin de 12 infirmières, 2 sages-femmes et 3 médecins pour avoir un programme d'obstétrique solide. Le Pontiac est la seule région de l'UTUE à avoir un département fermé. Nous comprenons que les négociations sont en cours avec le syndicat des infirmiers au Québec. Mais nous espérons qu'une attention particulière pourra être accordée à notre situation. Et donc, Madame Filion, pouvez-vous me rassurer que cela restera une priorité dans le 6 UTUE pour ouvrir notre obstétrique le plus rapidement possible? Merci beaucoup, Mme Thaler, pour votre question. Vous avez vu dans la présentation que j'ai faite, c'est une orientation et une priorité que nous nous sommes donnés de travailler ce dossier-là. Donc, soyez rassurés, on y travaille et de là l'importance du comité avec vous, hein, où les maires aussi de votre équipe sont aussi présents. Donc, on souhaite, on y travaille ardemment. Donc, soyez rassurés que c'est dans nos priorités. Merci. Merci beaucoup, Mme Thaler. C'est intéressant d'avoir aussi votre attitude vraiment positive et de collaboration avec le CIS. C'est vraiment, je vous lève mon chapeau parce que vous avez des grands défis dans le Pontiac et vous avez cet esprit de collaboration, travailler avec le CIS pour trouver des solutions. Et puis, vraiment, je vous en remercie. C'est très important. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que... On avait une question écrite qui avait été envoyée. OK. On a la question écrite. OK. Concernant la vaccination. Influençant. Oui, Oui, tu peux la lire. OK. On a une question écrite qui a été envoyée. M. Chaussé va nous la lire. Ou si la personne qui nous l'a soumise désire la poser lui-même. Ah, OK. M. Bélanger, est-ce que vous voulez prendre la parole? Ah, oui, M. Granger, OK. Monsieur Granger, vous devez allumer votre micro pour prendre la parole. Non, votre micro est encore fermé, M. Granger. Ah, là, vous êtes ouvert. OK. En fait, que je retrouve, j'avais plusieurs questions. Entre autres, c'était surtout concernant la vaccination
Et donc, concernant les stratégies de vaccination pour la COVID-19, et en particulier par sous-région et dans ma région qui est la Petite Nation, c'était l'une de mes questions. Est-ce qu'il y aurait des cliniques mobiles pour les personnes loin des centres? Et est-ce que vous allez utiliser les ressources comme la coop de santé du nord de la Petite Nation à Chénéville? Merci, M. Granville. Donc, merci pour votre question. En ce qui concerne la vaccination contre la COVID-19, vous dire qu'on y travaille pour tout le plan de vaccination. C'est sûr qu'on suit les orientations du ministère et bien évidemment du fabricant parce que ce vaccin-là est un peu capricieux, hein? Il demande d'être surcongelé à moins 70, moins 80 degrés. Donc, ce n'est pas un vaccin qu'on peut promener d'un site à l'autre. Donc, on ne peut pas faire en ce moment, aujourd'hui, là, quand je vous parle de ça, c'est l'information que je possède 10 décembre à 19h17. En ce moment, ce n'est pas un vaccin qu'on peut déplacer d'un site à l'autre, entre autres à cause de toute cette complexité de conservation et de manipulation. Donc, bien évidemment, la compagnie est en train de travailler pour identifier une formule où ça soit beaucoup plus possible, dans le fond, là, davantage de possibilités, de flexibilité sur le déplacement du vaccin. Mais sachez que le ministère adresse cette question-là avec le fabricant, qu'on a des discussions là, justement pour voir sur le comment on peut le faire. Mais en ce moment, il n'y a pas de déplacement de prévu du vaccin. Donc, on est en train de voir comment on organise tout ça et qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Ah, je comprends, mais moi, ma question était aussi parce que c'est le premier vaccin qui sort, mais on attend toujours le vaccin suivant qui ne nécessite pas d'être à moins 70 degrés. Et donc, c'était de savoir si vous aviez déjà des stratégies là-dessus. Ou vous allez attendre. Bien, c'est certain qu'on adapte nos stratégies en fonction des orientations de chacun des vaccins. Donc, comme chacun des vaccins a ses particularités, on doit adapter nos stratégies en tant que telles. Donc, c'est difficile de dire comment on va procéder pour chacun parce que chaque compagnie nous le définit au fur et à mesure. Peut-être vous dire, pour le premier vaccin Pfizer, j'avais de l'information dimanche et lundi, les informations avaient déjà évolué. Donc, l'information évolue très, 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 très rapidement. Pour le deuxième vaccin, vous avez raison, il est moins compliqué et moins capricieux sur toute la conservation, mais on va s'ajuster bien évidemment en fonction de tout ça. Mais sachez qu'on va tout mettre en œuvre pour vacciner la population de l'Outaouais selon les orientations qui sont données, selon les profils de clientèle qui seront donnés. Donc, on travaille vraiment là-dessus. On a une équipe dédiée pour structurer et organiser la vaccination de la population. Est-ce que je peux poser les autres questions ou j'avais juste droit à une question? Ben, attends, je veux juste vérifier s'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions et puis on revient à vous à ce moment-là. D'accord. Je vais faire mon micro. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Moi, si je peux me permettre, s'il n'y a pas de questions, j'en aurais une, moi, pour des collègues, pour les partenaires régionaux dans les différents territoires. On a entendu Mme Thaler qui travaille de près avec le CIS pour la question justement de l'obstétrique, qui travaille de près. Et puis, j'aimerais savoir, est-ce que la situation a changé? C'est quoi l'état de situation dans les différents territoires avec notre volonté, notre approche de décentraliser, de mettre les gens en place? J'aimerais juste entendre un petit peu peut-être les différents territoires là, parce qu'on n'a pas la chance d'être là cette année, ça fait que j'aimerais ça peut-être vous entendre si je peux me permettre de poser la question. Oui, Pierre. Oui, monsieur. Oui, monsieur Fréchette. Oui, en fait, pour donner suite au questionnement de Mme Thaler et le travail qui est fait en région du Pontiac, je dois souligner, M. Roy, Mme Filion,
que rien n'est parfait dans ce beau monde et que les efforts ont été énormes depuis les 2 dernières années de permettre aux périphéries ou permettre à la population aussi, donc, de recevoir des services et des appuis du CIS de l'Outaouais qui n'existaient pas ou qui étaient peu connus de la part des intervenants dans le milieu. Pour moi, qui est un Pontissois intéressé par le bien-être de ma population, c'est certain que j'ai l'opportunité, la chance de l'intérieur, comme membre du CA, ce qui se passe. On fait référence à une bonne communication, on fait référence à une bonne publicité, à une bonne interaction. Je pense que l'exemple de Mme Thaler et ce que vous avez dit, Mme Filion, confirme le fait que chez nous, du moins, les lignes sont ouvertes, les gens se parlent et on reconnaît l'importance de la dualité linguistique chez nous dans le Pontiac. Donc, j'espère que ça continuera dans ce sens-là, que les élus et les membres du CISO continueront à travailler de pair pour arriver à de belles réussites, éviter qu'on déborde dans des sentiments mixtes et qu'on voit l'avenir d'un bon œil. Donc, pour moi, mission accomplie pour le CISO, c'est une belle avancée qu'on a depuis quelques années. Et le fait qu'on ait des adjoints de proximité, ben, ça nous aide à mieux comprendre. Donc, félicitations. Merci beaucoup, M. Fréchette. Merci. Vous êtes en campagne, vous pouvez attirer la population chez vous. Hein? Ça fait plusieurs fois que vous nous parlez de votre paradis dans le Pontiac. Vous voulez attirer le monde par chez vous. C'est une bonne stratégie. Absolument. Absolument. Tout un paradis. Merci. Merci. Je n'ai pas d'autres réactions, M. Granger. Je vais passer à vous si vous avez d'autres questions. L'autre question, c'était au niveau des stratégies de détection. Est-ce que vous avez pensé à des stratégies de détection pour le SRAS-CoV-2 et en particulier les tests sérologiques pour pouvoir détecter ceux qui sont déjà immunisés? Je n'ai pas le détail sur toute cette stratégie-là. Je sais qu'il y a eu des discussions à un moment donné, mais en ce moment, j'ai pas l'information. Je ne serais pas en mesure de vous répondre en toute honnêteté, M. Granger, mais si vous souhaitez, on peut vous transmettre des informations. Je ne sais pas si dans mes collègues directeurs qui sont avec moi aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui a des éléments de réponse. Anne, est-ce que de ton côté, tu as des informations? Je prends la peine de prendre la parole, mais avec très peu d'informations à donner, Mme Filion, parce que dans l'ensemble des tests sérologiques, ce n'est pas juste le test, mais c'est l'analyse aussi. Donc, l'ensemble des appareils qui peuvent procéder à l'analyse. Donc, il y a peu d'informations que nous recevons à ce niveau-là pour l'instant. On est plus à maximiser l'ensemble des dépistages qui sont faits actuellement, puis voir peut-être même à l'apparition des tests rapides, mais pas dans la sérologie pour l'instant. J'en profiterai peut-être pour présenter Mme Rondeau, qui est la directrice des services multidisciplinaires et à la communauté, donc qui a fait d'une main de maître comme l'ensemble des directeurs, qui a piloté toute la mise en place des cliniques de dépistage, des cliniques d'évaluation. Donc, un coup de chapeau à Mme Rondeau et ses équipes. Peut-être Dr. Gillot aurait des éléments d'information sur le sujet. Oui, bonsoir tout le monde. Malheureusement, M. Granger, je ne vais pas vous donner de précision sur qu'est-ce qui se fait en Outaouais, mais il y a des discussions qui se font au niveau provincial, notamment avec l'Institut national de santé publique. À ce moment-ci, l'utilisation des sérologies se fait dans le cadre de projets de recherche, donc dans des milieux hospitaliers de niveau tertiaire, suprarégional, donc plutôt dans les secteurs de Montréal ou de Québec. Il y a beaucoup d'enjeux face à ces sérologies, à différents tests. Là, dont Mme Rondeau a parlé des tests rapides. Il y a des enjeux de faux positifs, de faux négatifs qui sont en cours d'évaluation dans ces projets de recherche pour permettre de voir comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser au mieux pour la population de la province. Donc, à ce moment-ci, les tests qu'on utilise, qui sont on appelle les tests TAAN, T-A-A-N, sont les tests les plus précis avec très peu de faux positifs et de faux négatifs. Donc, en général, on a quand même d'assez bons résultats quand on fait les tests pour les patients. Donc, ça reste le test de référence à ce moment-ci. Donc, les sérologies sont vraiment utilisées dans des projets de recherche dans d'autres régions que la nôtre.
Donc, Dr. Gillot, c'est le directeur des services professionnels et de la pertinence clinique. Merci, Dr. Gillot. Merci beaucoup. Merci bien. J'avais demandé à Emma Québec, en tant que donneur de sang, de faire partie de leur recherche, mais finalement, je ne faisais pas partie des gens qui voulaient mettre dans leur cohorte. Alors, je pense que je suis trop loin au fond du bois pour pouvoir en faire partie. Merci, M. Granger. Merci beaucoup, M. Granger. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions ou d'autres interventions? Madame Baudouin, Monique Baudouin. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est pas une madame. Oh. Oui, c'est Madame Baudouin? Oui. OK. Que je reconnais. Ah, non, ce ne sera pas une question, inquiétez-vous pas. Non, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Oui, c'est correct, je n'ai pas de caméra là au plan, ne fonctionne pas actuellement pour qu'il y ait des ajustements. On vous entend très bien. Ma question était pour concernant justement, on parle de vaccination. Bon, écoutez, je suis du haut d'actualité, ce qui se passe en santé aussi. On sait qu'il y a eu des problèmes avec l'influenza quand ça a sorti au mois de septembre-octobre. Est-ce que vous avez pensé à des nouvelles stratégies justement qu'on ait un site web, des téléphones où des gens vont pouvoir répondre pour avoir des rendez-vous? Parce que là, la COVID, ça va être beaucoup plus gros. Et probablement même qu'il n'y a pas besoin de 2 doses. Je ne sais pas si on pourrait prendre le rendez-vous tout de suite quand on a la première dose, prendre la deuxième à l'instant même après. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Mais est-ce que, compte tenu des difficultés que les gens ont eues avec l'influenza, est-ce que vous avez pensé à de nouvelles stratégies justement pour faciliter l'accès, soit par téléphone, soit par le site web, pour la prise de rendez-vous et dans les secteurs aussi. Dans chacun des secteurs, je sais que ça avait été aussi critiqué pour la grippe, là, le vaccin contre la grippe comme l'influenza. Alors, je voulais savoir si des stratégies avaient été mises de l'avant pour la COVID ou si c'est trop tôt pour poser la question. Vous n'êtes pas trop tôt pour poser la question. Donc, en effet, il y a une stratégie qui est identifiée. C'est une stratégie qui va être partout au Québec. Donc, ça va être via un site web. Ce n'est pas encore connu ou communiqué, là, mais nous avons eu l'information de la modalité de l'utilisation du site comme tel pour vous inscrire pour le vaccin. J'ose pas m'avancer aujourd'hui parce que ce n'est pas encore communiqué. Des fois qu'il y aura un changement de cap, mais je sais que c'est un outil qui est facile pour s'inscrire, pour avoir accès au rendez-vous pour la vaccination. Et votre deuxième question, à savoir si au moment où on s'inscrit pour le premier, est-ce qu'on peut prendre le deuxième rendez-vous? Ça, honnêtement, c'est un peu trop rapide. Je ne suis pas en mesure de vous fournir cette information-là. Donc, mais merci d'avoir posé la question. C'est bien dommage qu'on ne vous voit pas, mais je vous reconnais très bien. Alors, non, je pense que c'est juste pour continuer, si on peut collaborer aussi dans ce sens-là, puis avoir un accès téléphonique ou l'information sur le site web facile à trouver, parce que je vais vous dire, je ne suis pas la seule que j'ai même cherché, puis il y a beaucoup de personnes aussi qui ont eu des difficultés. Alors ça, je pense que c'est important. Là, on parle de langage clair, on parle beaucoup de ça de c'est ainsi. Alors, je pense que ça peut être important. Donc, oui, il y aura des grandes stratégies de communication qui vont partir du ministère, du gouvernement et bien évidemment, nous, dans la région, on va reprendre les mêmes messages et s'assurer qu'il y a une compréhension, que les messages sont clairs pour permettre à tout le monde d'y avoir accès à l'information. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup à vous aussi, Mme Baudouin. C'est vraiment une question vraiment pertinente. Et puis, vous avez soulevé le point vraiment en termes justement de la compréhension, que ce soit compréhensible pour tout le monde, facile de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut aller. C'est important. Fait que merci beaucoup. C'était vraiment pertinent comme question. Oui, parce que parfois, le ministère nous donne des choses, puis c'est dans leur langage à eux. Au niveau compris de la population. Il faut tomber sur le plancher des vaches pour que les gens comprennent. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? C'est bon. On peut réessayer des vidéos? Oui, si vous souhaitez, avant de mettre fin à la rencontre, on pourrait essayer à nouveau pour les 2 petits vidéos. Donc, le premier qui est justement sur la campagne.
C'est ces deux-là. On essaie. Alors, on va voir si Télécino, que vous connaissez bien, fonctionne. Ah. Donnez-nous juste un petit moment. Donc, celle-là, c'est la campagne à nos héros. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'était important de faire ce clin d'œil-là à l'ensemble de nos employés, à tout le monde qui s'est mobilisé pour prendre soin de la population, qui a su bien s'adapter dans le contexte. Donc, je voulais qu'on fasse ce petit clin d'œil-là aujourd'hui. Et l'autre vidéo, c'est concernant les services de proximité en CLSC. Comme je vous ai mentionné, souvent, c'est méconnu. Les services sont là, c'est méconnu. On a fait l'ensemble des dépliants, comme je vous ai mentionné. Et je vous partage le petit vidéo qui a été fait là, durant l'année 2019 et qui est disponible sur notre site Internet. Alors, voilà. OK. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je tiens à vous remercier tout le monde de votre participation. Encore une fois, c'était par les moyens du bord, compte tenu de la situation avec la pandémie, mais je pense en tout cas on a au moins la chance de vous parler, de vous présenter le bilan des activités et d'entendre vos questionnements. Un grand merci encore une fois pour votre présence. On va vous souhaiter aussi une joyeuse période des fêtes, avec toutes les règles qui s'y ajoutent, mais il est quand même là. Il faut s'assurer de respecter les règles, mais on est quand même capable, je pense, de passer. C'est important de les respecter. On a besoin que les gens les respectent. Parce que c'est une façon d'aider nos employés aussi à vous aider. Tout à fait. Et puis, un grand merci encore une fois pour votre participation. Et puis, pour les collègues du conseil d'administration et les gens qui veulent assister, le public qui va assister à notre session régulière du conseil, c'est à 8 h. On se revoit à 8 h. OK. Vous pouvez rester branché à ce moment-là, apparemment. Oui, Monique? Non, c'est bon. OK. Merci aux gens d'avoir été présents. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup, merci tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Pierre. Bye-bye. Merci.